messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Nous partons tout de suite avec le sommaire. À la une de l'actualité, la célébration ce dimanche, à l'instar de nombreux pays musulmans, de la fête d'Aïd el-Kébir, un événement festif et heureux qui réunit de millions de fidèles musulmans à travers le monde. Hier samedi, plusieurs pays de la sous-région ont célébré cette fête du mouton. Nous irons en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Burkina Faso. À la une de l'actualité également, le décès hier de l'ex-président haïtien Jean-Claude Duvalier d'une crise cardiaque. L'ancien dictateur qui avait 63 ans est mort sans avoir été jugé. Célébration ce dimanche de la fête d'Aïd el-Kébir dans plusieurs pays musulmans. La Côte d'Ivoire a fêté hier le président Alassane Ouattara qui a prié à la grande mosquée de la Riviera Golfe a appelé l'ensemble des Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Grand moment de spiritualité et de réjouissance pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski marque avant tout l'expression de la soumission des croyants à leur Seigneur Allah. Soumission inconditionnelle consacrée par le geste du prophète Abraham lorsqu'il s'apprêtait à immoler son fils, rien que pour satisfaire la volonté divine. Le Coran nous apprend qu'au moment de l'acte, à la place du fils Ismaël, Dieu l'avait remplacé par un bélier. Voilà l'imitation à laquelle s'adonnent des milliers de musulmans dans le monde entier en ce jour. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, ici à Abidjan, en présence du chef de l'État au premier rang des fidèles, ce message a été rappelé par l'imam principal Mamadou Traoré, qui a par ailleurs évoqué l'actualité sociopolitique du pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste la nouvelle CEI dans sa mission difficile et délicate, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le chef de l'État et lui donne la force et les moyens nécessaires afin qu'il puisse poursuivre la réalisation de nobles objectifs qu'il s'est fixés. Nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Comme le veut la tradition musulmane, après la prière de l'Aïd, puis le sermon, l'imam a d'abord immolé son mouton avant que les autres fidèles ne puissent en faire de même. En ce jour de fête, les musulmans du monde entier évoquent et invoquent la gloire de leur Seigneur pour ses bienfaits et sa magnanimité. Et à l'instar d'autres pays musulmans du monde entier, le Gabon également a célébré hier la fête de l'Aïd el-Kébir. Le président Ali Bongo Ondimba a prié à la grande mosquée Hassan II de Libreville. La célébration officielle de la fête de l'Aïd el-Adha a démarré par une grande prière à la mosquée Hassan II de Libreville en présence du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane du Gabon. C'est l'imam principal de cette mosquée, El Hadj Ismaël Seni Oussa, qui a officié la prière de l'Aïd el-Adha, axée autour de 2 unités de prière. Lors de son serment, il a rappelé le sens et l'intérêt de la célébration de cette fête qui marque la commémoration de l'épreuve à laquelle Dieu avait soumis le prophète Abraham. L'imam Ismaël Seni Oussa a indiqué que le sacrifice de ce jour est l'illustration du modèle de sincérité, de discipline et de dignité de la vie humaine que l'islam enseigne. Il a aussi demandé à Dieu de bénir le Gabon et le peuple gabonais. Le rituel de l'immolation du mouton est l'expression de l'engagement et de la détermination des musulmans à suivre l'exemple de piété du prophète Abraham. Comme il est de tradition en pareille circonstance, après la grande prière, le président de la République, chef de l'État en sa qualité de raïs de la communauté musulmane du Gabon, a procédé à l'immolation du bélier, un exemple qui a été suivi par l'imam Ismaël Seni Oussa. Le message n'est pas seulement à l'endroit de la communauté musulmane, le message est à l'endroit de toute la communauté des croyants. Je crois que l'imam Ismaël vient resituer le contexte, qui est donc celui du sacrifice. Et que chacun d'entre nous, dans les actes que nous posons tous les jours, devons penser à cela aussi. Et devons être prêts à nous sacrifier pour le bien de l'humanité. Au terme de cette grande prière de l'Aïd el-Adha, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a quitté la mosquée Hassan II, satisfait d'avoir accompli un devoir religieux comme tout bon fidèle musulman.
Cohésion sociale et paix, santé pour tous, soumission à Allah et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tels étaient les vœux du grand imam de Ouagadougou. Oui, le Burkina Faso qui a également célébré la fête d'El-Kébir hier. La prière qui a réuni du beau monde à la place de la nation s'est achevée par le sacrifice du mouton en mémoire du sacrifice d'Abraham. Le devoir cultuel guide leurs pas vers la place de la nation à Ouagadougou. L'esprit consacré à Allah le Créateur, la quête, elle, diffère selon les aspirations. Nous prions naturellement aussi pour ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà, c'est-à-dire ceux qui sont partis. Nous prions enfin pour tous les vivants sur terre et particulièrement pour nos familles et pour nous-mêmes. Autorités et anonymes, hommes et femmes sont tous ici unis par la même foi. La foi aussi et surtout la solidarité religieuse motive la présence de ces représentants d'autres confessions aux côtés des musulmans implorant la clémence d'Allah. Après la première takbiran, puis le rukou, enfin le shujut, voilà achevé une rakat. Au total, 2 rakats ont ponctué la prière de l'Aïd el-Kébir, dont en voici l'un des actes symboliques, le sacrifice du mouton. L'autre temps fort de ce jour, c'est le sermon de l'imam. Aboubakar Sana prône le raffermissement de la foi et la paix au Burkina Faso. Il a invité tous ceux qui, en tout cas, prônent, parlent paix, ne parlent pas, mais qu'ils posent des actes qui vont nous conduire et aider pour que cette paix s'installe. Le mot paix a été sur toutes les invocations. Sans paix, on ne peut pas parler de vie, on ne peut pas parler de développement, donc on ne peut pas vivre utilement. Nous souhaitons que le Burkina demeure un pays de paix, un pays où il fait bon vivre, un pays où tous les Burkinabés trouvent quelque chose d'utile à faire pendant leur existence sur terre. La prière finie, les fidèles regagnent leur domicile pour poursuivre le sacrifice du mouton et la fête, une fête dont la paix en est l'une des garanties. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette fête de Tabaski 2014. Restons au Burkina Faso. Autre chose à présent, 6 présumés membres d'un réseau de malfrats sont aux arrêts. Ils opéraient dans plusieurs quartiers de la capitale. Le réseau a été démantelé grâce à l'action de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale du Burkina. Des informations recueillies auprès d'une victime ont permis l'arrestation de ces 6 présumés auteurs de vol. Elle a reconnu son matériel volé exposé dans un lieu de commerce. Plusieurs modes opératoires étaient utilisés par cette bande. Premièrement, les victimes sont ciblées et après s'être assurées de leur absence, la bande procède par effraction pour s'introduire dans les domiciles et emporter des objets importants. Cette bande opère généralement avec des armes. Nous avons eu en tout cas des problèmes pour avoir toutes les armes. Vous voyez ici que c'est un seul pistolet qu'on a pu présenter. Ils nous ont fait balader pour la première fois. Ils nous avaient dit que les armes sont cachées dans une maison qu'on a fouillée de fond en comble. La maison, on n'a pas pu retrouver aucune arme. Alors que cette bande opère avec des kalachnikovs et des pistolets automatiques. Les investigations conduites par la police ont permis de saisir entre les mains du chef de gang et des receleurs un pistolet automatique, 22 agents en 2 roues, 10 téléphones portables, 8 bouteilles de gaz et bien d'autres appareils électroménagers. Comme j'aime le dire souvent, ce n'est pas des enfants de cœur parce qu'ils sont armés et n'hésitent pas en tout cas de faire usage de leurs armes pour déposséder en tout cas leurs clients. La police salue la collaboration des populations qui a permis de mettre la main sur le réseau de présumés délinquants. Ils vont être remis au procureur du Faso par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Le commandant de l'unité polyvalente de la police nationale invite la population à ne pas hésiter à signaler tout cas suspect en composant les numéros verts mis à leur disposition, qui sont le 1010, le 16, le 17 ou encore le 80 00 11 13. L'actualité hors de nos frontières avec cette découverte macabre au Mexique. Des fosses communes contenant de nombreux restes humains ont été retrouvés par la police non loin du lieu où 43 étudiants ont disparu il y a de cela une semaine.
C'est au bout de ce chemin que le charnier a été découvert, près d'Iguala, dans le sud du Mexique. Les médias ne sont pas autorisés à aller plus loin. Près de la colline, il n'y a plus que des restes humains. La Commission nationale des droits de l'homme a envoyé une équipe qui travaille à examiner comment se passent les fouilles. Nous nous assurons que le travail est fait avec précaution. Il y a des restes, nous ne savons pas dans quel état. Nous avons compté 6 trous. Les autorités enquêtent sur l'identité des cadavres trouvés. Des tests génétiques sont en cours. Les corps découverts pourraient être ceux de ces étudiants. 43 personnes au total. Ils ont disparu le 26 septembre dernier dans des circonstances étranges. Ils étaient venus pour manifester contre la réforme de l'enseignement et récolter des fonds. Ils ont ensuite volé des bus publics pour rentrer chez eux. C'est alors que la police a tiré sur les bus, faisant 3 morts et 25 blessés. Des témoins affirment qu'ensuite, les policiers ont embarqué les jeunes vers une destination inconnue. Depuis, 22 policiers ont été arrêtés, policiers véreux participant au crime organisé avec le groupe des narcotrafiquants de Guerreros Unidos. La ville est sous haute sécurité, les policiers fouillent chaque véhicule. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le maire d'Iguala, José Luis Albarca, lui aussi certainement impliqué dans ces violences. Il reste en tout cas introuvable. Plus de 142 millions d'électeurs brésiliens choisissent ce dimanche leur chef de l'État, leur gouverneur, leurs députés, une partie de leurs sénateurs. Le vote qui concentre évidemment le plus d'attention est l'élection à la présidence. Les derniers sondages placeraient Dilma Rousseff favorite. Le Brésil est un pays de contraste et sa classe politique ne fait pas exception. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, la présidente Dilma Rousseff est donnée favorite. Et pourtant, il y a peu, les Brésiliens n'auraient pas parié sur elle. Héritière du populaire Lula, elle fait face depuis des mois maintenant à des mouvements sociaux, d'importantes manifestations contre les inégalités, les prix des transports, puis l'organisation d'une Coupe du Monde de football qui ne profite pas à tout le monde. Une vague sur laquelle a surfé son adversaire socialiste, Marina Silva, mais aussi sur le scandale de corruption qui a éclaboussé l'un de ses ministres. Vaincre la corruption, donner de la transparence, voilà ce que doivent être les actions du gouvernement. Longtemps donnée favorite, Marina Silva dévisse dans les sondages. Elle paie le prix de ses changements de position et sa proximité avec les milieux d'affaires. La candidate socialiste pourrait même ne pas accéder au second tour. Elle est au coude à coude avec le candidat de centre-droit, Aécio Neves. Dans un Brésil en récession, ce dernier remet en cause la politique économique de Dilma Rousseff. Nous avons l'opportunité d'offrir au Brésil un gouvernement efficace, qui dirige et qui a assez d'expérience pour faire face à ce chaos économique. La réponse de Dilma Rousseff, c'est son bilan social, un vaste programme de relogement et d'aide. Elle sait qu'elle peut compter sur 22 millions de Brésiliens sortis de la pauvreté sous son mandat. Son nouveau cheval de bataille, c'est la santé. Dans notre programme intitulé Davantage de spécialités, nous souhaitons réunir les systèmes d'assurance de santé publics et privés. Un discours qui ne séduira pas forcément la classe moyenne brésilienne, toujours plus importante. C'est peut-être elle qui sera la clé du premier tour de cette élection présidentielle. L'ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier est mort hier d'une crise cardiaque, succédant à son père en 1971 en tant que président à vie. C'est lui qui sera surnommé Bébé Doc, a maintenu le pays dans la terreur d'un régime répressif durant 15 ans. Dans la famille Duvalier, il y a d'abord eu François, dit Papa Doc, 15 ans de dictature dans le pays le plus pauvre du continent américain. J'ai été élu à la présidence à vie. Et la fonction fait partie de l'héritage. Son fils, Jean-Claude, devient en 1971 le plus jeune chef d'État au monde. Il a à peine 19 ans, on le surnomme Bébé Doc. Il maintient le régime dictatorial grâce au tant redouté Tonton Macoute, ces miliciens qui font de l'extorsion et du crime leur moyen de subsistance. L'opposition est opprimée, arrêtée, torturée, assassinée. Des milliers de personnes forcées à l'exil. Il n'a jamais été question d'organiser d'élection. Pas d'élection. Et vous êtes président à vie.
Le président et les siens vivent dans le faste et l'opulence. Son mariage aurait notamment coûté plus de 3 millions de dollars. La majorité de la population, quant à elle, vit dans l'extrême pauvreté. En 1983, le pape Jean-Paul II vient en Haïti avec une phrase « Quelque chose doit changer ici ». 3 ans plus tard, la révolte populaire chasse du pouvoir Jean-Claude Duvalier. Il s'installe sur la Côte d'Azur en France, 25 ans d'exil, jusqu'à ce mois de janvier 2011 où, à la surprise générale, Jean-Claude Duvalier revient à Port-au-Prince. 1 an après le séisme meurtrier, il dit revenir pour aider le peuple haïtien et commence à faire amende honorable. Il se déclare profondément attristé pour ceux qui, à juste titre, ont été victimes de son gouvernement. Favorablement réceptionné. Il sait que la justice de son pays veut le juger pour vol et détournement de fonds publics, environ 100 millions de dollars qui auraient été dérobés en 15 ans de pouvoir, mais aussi pour crimes contre l'humanité, accusation qu'il a toujours niée. En février 2013, il se présente pour la première fois devant ses juges. Aucun procès n'a pu être organisé depuis. Voilà, c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes et à tous. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.